je fais ce que je voulais dans ma vie. Je fais ça. Et je fais la Formule 1 et voilà quoi. Je veux la pluie. Pour moi, race day, rainy day, fun day. Une voiture qui vient vers moi à 350 km/h. Le mec, je suis tranquille comme si je mangeais une glace. Mais pour moi, je n'ai absolument pas peur de mettre un micro sur Vladimir Poutine ou mettre un micro sur toi ou voilà, ou Sharon Stone, ce que j'ai déjà fait. Je louchais, parce que le micro je l'ai mis ici, je louchais différemment. Dans la boîte à gants de Jean-Michel Tibi avec Yann Delplanque. Salut Jean-Michel. Salut, ça va Yann, tout va bien? Super, je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Merci, mais moi je suis ravi de te recevoir chez moi. On est chez toi en région parisienne. Tu sais que le dernier épisode que j'ai sorti c'était avec Karl, ton pote. Qui est comme mon petit frère. Et il y a une tradition dans ce podcast, c'est qu'en fait chacun de mes invités se présente en 2 mots. Je pense que toi tu vas avoir du mal à te présenter en 2 mots, donc ça va être un petit challenge. Absolument. Mais on aura le temps d'après de revenir sur toute ton histoire, ta passion. Donc voilà, est-ce que je peux te présenter en 2 mots? Alors, moi, je m'appelle Jean-Michel Tibi. Je suis caméraman de sport depuis plus de 30 ans. Et donc, je couvre principalement le sport auto. Donc, beaucoup de championnats européens, de championnats du monde. Je fais ça pratiquement toutes les semaines. Je filme à peu près entre 35 à 45 événements par an automobile. Donc concrètement, t'es très peu chez toi, t'es tout le temps dans un avion, un peu à droite à gauche à travers le monde, c'est ça? Absolument. Ce soir, je prends l'avion pour partir pendant 15 jours. Je vais en Asie pendant 15 jours pour faire des courses automobiles. Je voyage à peu près 200 à 250 jours par an. Je ne suis pas chez moi. J'adore cette vie. Il y a aucun souci. C'est juste voilà, je fais beaucoup de sacrifices au niveau de ma maison, au niveau de ma famille, dans l'ordre plutôt au niveau de ma famille et après au niveau de ma maison, aussi au niveau de mes amis parce que je ne les vois pas vraiment beaucoup. Et moi je pense que les gens qui comprennent ma philosophie de vie, eh bien ceux qui me fréquentent encore quand je les vois très peu, c'est que les liens sont très forts et que voilà, ils comprennent ma passion qui m'emmène loin des gens que j'aime. Tu veux dire que le fait de vivre à 100% ce métier qui est aussi ta passion, ça t'a aussi amené à faire un peu un tri entre tes amis, entre tous les gens que tu fréquentais parce qu'il y a des gens qui ont pas compris, c'est ça? Le tri s'est fait un peu naturellement en fait. Il y a des gens qui me disent on se voit pas assez, on se voit pas souvent. Mais en fait, moi, je veux dire, je suis en anglais, on dit driven. Je suis driven par ma passion. Excusez-moi, je parle un peu comme Jean-Claude Van Damme, mais voilà, parce que voilà, j'ai une famille anglaise, donc anglaise américaine, donc je suis on parle français anglais. Donc je suis conduit par ma passion, qui est dévorante depuis 30 ans et qui ne fait que s'amplifier et en fait qui fait que je suis complètement je vais pas dire obsédé ou possédé parce que ce sont des mots très forts, mais en fait, je suis obsédé et possédé par ce que j'ai envie de faire et d'achever dans la journée. Voilà, j'ai appris ça à mes enfants de quand le matin ils se lèvent, ils ont un but à achever dans la journée et le soir, ils ne se mentent pas à eux-mêmes s'ils ont achevé leur but. C'est eux qui sont heureux personnellement et c'est mon motto, c'est ma manière de vivre, de me lever le matin, de me dire voilà, je vais faire ça aujourd'hui et le soir il faut que je me couche en me disant j'ai achevé ce que j'ai fait. Ça paraît un peu très philosophique tout ce que je dis, mais c'est la vérité et voilà. Et justement cette passion, comment elle est née, dans quel contexte t'as grandi? Alors moi j'ai grandi avec mon frère qui a 2 ans de moins que moi. Et mes parents, des gens très modestes qui habitaient en Tunisie, qui sont nés en Tunisie, mes parents. Et puis en 1964, je pense, ils sont venus en France parce que c'était l'indépendance de la Tunisie à ce moment-là. Donc ils sont venus habiter en France avec mes grands-parents, avec leurs frères. Et voilà, donc ils sont venus en 1964. Moi, je suis né quelques années après. On va rester poli. Donc fin des années 60? Plutôt au milieu des années 60. Voilà, je suis né à peu près au milieu des années 60. Donc je suis né en France et mon frère aussi. Et puis on a vécu à Paris.
dans un vieux Paris, en fait, dans le 20e, vers Belleville, avec mes grands-parents, pendant quelques années. Et puis après, quand nous étions une petite famille de 4, on pouvait pas vivre avec mes grands-parents et ma tante qui étaient handicapés. Donc l'appartement était trop petit et surtout trop vétuste à Belleville dans les années 60. Fin des années 60, c'était vraiment trop vétuste. Donc mes parents ont déménagé dans le 78, où mon frère est né d'ailleurs. Mon frère est né en 78, pardon. Et puis après, nous avons déménagé à Champigny-sur-Marne, qui est dans le 94, pendant à peu près une dizaine d'années. Ça va faire un peu vieux tout ça. J'ai été, je pense, de 1974 à 1982, on habitait à Champigny-sur-Marne. Voilà, donc dans une petite résidence très protégée. Voilà, voilà, c'était la vie tranquille. J'avais, pour mes 4 ans, j'ai demandé un vélo à mon père et je faisais du vélo quand je finissais l'école, je faisais du vélo 2-3 heures par jour, mais un vélo pas de compétition, un vélo de loisir. Mais je faisais du vélo pendant 2-3 heures tous les soirs. Et c'est quoi ton premier contact avec l'automobile? Parce que je crois que ton père avait un métier assez particulier. Voilà, mon père à l'époque, il travaillait en fait dans une, je pense que c'était un courtier d'assurance. Enfin, j'arrive pas très bien à définir en fait. Je sais ce qu'il faisait, mais j'arrive pas très bien à définir le nom. Mon père en fait allait récupérer les voitures de luxe et de sport des gens qui ne pouvaient plus payer leurs échéances, leurs traites. Voilà. Donc tous les soirs, il rentrait avec une voiture différente. Au moins 3 fois par semaine avec des voitures différentes et c'était des Porsche, des Lamborghini, des Mercedes, voilà. Excusez-moi, il rentrait jamais avec une Renault, je suis désolé. Et voilà, ni une Peugeot, mais il rentrait tout le temps avec voilà, des Porsche, des Mercedes, des Lamborghini, donc 2-3 fois par semaine. Et moi, en fait, je faisais du vélo tout autour de la résidence où j'habitais et j'attendais qu'une chose, c'est que mon père arrive avec une voiture. Donc, je guettais, entre guillemets, quelle voiture il allait amener ce jour-là. Mon père, personnellement, avait une DS à l'époque. Donc, la DS, c'était vraiment une voiture qui était hautement technologique, de Citroën. Et voilà, quoi. Donc, c'était un émerveillement tous les jours, ou 2-3 fois par semaine, de me dire quelle voiture il va emmener. Tu dirais qu'à ce moment-là, tu commences à être passionné par les voitures ou c'est pas encore dévorant? Alors en fait, je veux pas faire de trucs de genre, mais les garçons, ils aiment les voitures et voilà. Bon, voilà, les garçons, ils ont une tendance à aimer la mécanique, on va dire ça comme ça. Et puis non, j'avais des petites voitures comme tous les garçons entre guillemets de nos âges. Et puis mon père, il amenait une Porsche. Alors j'ai acheté une petite petite Porsche comme ça. Après, il amenait une Lamborghini, j'ai acheté une petite Lamborghini. Enfin voilà, je veux dire, c'est devenu un peu naturellement. Il n'y a pas eu d'obsession. Je dois préciser que j'ai des cousins. On a que des cousins dans la famille. Et en fait, avec mes cousins que j'allais voir tous les samedis et tous les dimanches, on adorait ils ont le même âge que mon frère et moi. On est comme 4 frères. Et en fait, on aimait l'automobile et on jouait aux petites voitures. Voilà, c'était dans les années 70. Je veux dire, il y avait évidemment pas d'internet, il y avait rien de tout ça. Donc en fait, on jouait avec ce qu'on avait devant nous. On jouait avec des voitures comme des petits garçons aujourd'hui qui ont 4-5 ans, ils jouent en poussant les voitures. Mon oncle, qui est le père donc de mes 2 cousins, fabriquait des circuits, de la SNCF. Donc il était des circuits. Tu as des rails? Des rails, oui, tu sais, je veux pas faire comme le dîner de con, évidemment, mais il fabriquait ce genre de choses avec comme de la mécanique, tu vois, où il y avait des passages. Donc, on allait chez mes cousins, on voyait qu'ils fabriquaient de la mécanique pour faire marcher ces rails. Donc, bon, voilà, entre les mécaniques de rails et puis nous, les petites voitures. Ah, c'était les petits trains, et ils construisaient des circuits. C'est ça, ils construisaient des circuits sur les petits trains, mais ils faisaient des trucs de 5 mètres de long sur 4 mètres de large, avec des passages rouges, des gens qui traversaient, enfin bon, voilà. Voilà, donc en fait, on a grandi, en fait, moi, en faisant du vélo, entre guillemets, dans la mobilité de déplacement, par moi-même, donc la liberté de me déplacer avec un 2 roues. Quand j'avais 4-5 ans, dès 4 ans d'ailleurs, j'ai eu mon premier vélo à 4 ans.
Et puis après, je regardais les voitures que mon père amenait. Et puis après, je regardais, voilà, mon oncle qui fabriquait cette mécanique. Je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Tout est précis. Et puis voilà, quoi. Et c'est quoi l'étape suivante? Parce que en général, tu sais, quand t'as 14-15 ans, tu commences à avoir des premières mobilettes. Ouais. Est-ce que vous êtes passé par cette étape-là avec tes cousins et ton frère? Alors, mes cousins n'ont jamais eu de mobilette. D'accord. Leur père ne voulait pas. Et il a raison. Il ne faut pas conduire les motos. C'est complètement fou. D'ailleurs, c'est ce que t'as fait. Tu le respectes à la lettre. C'est ce que j'ai fait, absolument. Ça fait 44 ans que je conduis des deux roues. Je suis encore en un seul morceau, mais un peu rafistolé. Un peu bidouillé, ouais. Un peu rafistolé de partout. En fait, à l'âge de 12 ans, mon frère avait 10 ans, pardon. Moi, j'avais 12 ans, mon frère avait 10 ans. Devant chez nous, il y avait un petit bois. Voilà, Champigny-sur-Marne. Et en fait, on se balade dans le petit bois. On était avec un autre copain qui s'appelait Georges. Et en fait, on marche dans ce petit bois et on trouve une moto jetée comme ça par terre, une CX500, Honda CX500. Et en fait, la moto était probablement volée. Et en fait, déjà, on était trois de 12 ans, 10 ans, 10, ouais, voilà. Déjà, pour la lever, c'était des cylindres en V. Pour la lever, c'était super dur parce qu'elle était super lourde. Nous, on avait l'habitude des vélos, donc tu vois, donc on était à trois en train d'essayer de la lever, de la tenir. Enfin, voilà, quoi, comme, un peu comme, voilà, la première expérience. Et la moto était évidemment volée et jetée, abandonnée là. Et en fait, on s'en est aperçu parce que il y avait des câbles qui étaient faits. Et mon frère, donc j'ai essayé de la démarrer, mais comme un môme qui trouve un truc, quoi. Et j'arrivais pas à la démarrer. Et mon frère a fait les fils, 10 ans, il a fait les fils et la moto a démarré. Donc j'ai fait genre 100 mètres avec et il y avait plus d'essence en fait. La moto, elle avait été abandonnée là. Donc ma première expérience à l'âge de 12 ans, c'est avec un CX500 abandonné, voilà, par des gens qui l'avaient amené ici. Et voilà. Donc je suis passé du vélo à la moto comme ça. Et puis je me suis dit, il faut que je m'achète une mobilette à l'âge de 14 ans. Donc mon ami de l'époque qui s'appelait Pascal, lui a acheté une moto. Alors tout ça c'est dans les années 80, 78, 80. Déjà, il fallait de l'argent pour acheter des mobilettes ou des motos. Évidemment, quand t'es étudiant, ça coûte super cher. Hein. T'as pas l'argent, t'as pas de ressources. Mes parents, comme je t'ai expliqué, ils étaient très modestes. Mon père, après avoir travaillé dans cette histoire de automobile, a arrêté. Il a été travailler comme employé de banque. Ma mère aussi. Donc, ce sont des gens vraiment, mes parents très, très modestes. Et donc, quand je leur ai dit, je vais acheter une mobilette, ils m'ont dit, mais ça coûte, je sais pas, 8000 francs. C'était beaucoup d'argent. Mais j'ai quand même réussi à en avoir une. Et puis là, c'était carrément la mobilité à deux roues, mais en liberté, quoi. Voilà, je pouvais aller d'un endroit à l'autre sans pédaler, sans avec les cheveux au vent, à l'époque j'avais plus de cheveux, qui bougeaient. Enfin voilà, quoi. J'avais le casque aussi, hein. Mais enfin pas tout le temps, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand t'as une mobilette, t'as 14 ans, c'est waouh, c'est Hollywood Chewing Gum. Je sais pas si tu connais la pub. C'était si. Voilà, c'était waouh, ça y est, les filles derrière, tu mâches le chewing gum, ça y est, t'es cool. Donc c'était ça l'image que moi j'avais dans la tête. Et puis on partait à 3-4 mobilettes, pardon, tous les jours. On allait à droite, on allait à gauche, et ça nous ouvrait plus d'horizons qu'un vélo où évidemment il faut pédaler dans les montées, les descentes. Voilà, on était un peu plus... Est-ce que c'est aussi à ce moment-là que tes cousins, je crois, s'intéressent de plus en plus au sport auto, et notamment, alors c'est quelques années après, mais ils développent un fanatisme, et toi aussi, pour Alain Prost? Alors, à la fin, au début des années 80, Alain Prost est en Formule 1 dans l'équipe McLaren avec John Watson, qui était son coéquipier, avec qui je travaille, John. J'étais encore avec lui le week-end dernier, donc pour moi, quand je vois John, pour moi, c'est déjà le nom John Watson, c'est fou. Et puis, c'est un super gars. Et puis, donc il est venu chez McLaren, Alain Prost, en 1980. Il a, pas dire défoncé, mais il a atomisé John Watson, qui a pris sa retraite suite à ça. Et mais en fait, on voyait pas les grands prix à la télévision. En 1981, Alain Prost est passé chez Renault. Et là, il y a eu de la couverture télé
Donc on voyait des grands prix commentés par Johnny Reeves, José Rosinski, je pense, et peut-être Jean-Louis Moncey. Déjà, à l'époque. ouais, peut-être. Okay. Peut-être. Mais en tout cas, Johnny Reeves y commentait à l'époque. Et puis on a commencé à regarder ça. Nous on regardait. Et puis c'était le Grand Prix du Brésil, le Grand Prix de Mexico, le Grand Prix des États-Unis. Et nous on était entre Champigny-sur-Marne et mes cousins ils habitaient à Sceaux. On disait mais c'est ça le rêve, mais c'est fou quoi. Le gars il va là-bas, il va rouler. Enfin c'est la belle vie quoi. Et puis on s'est pris de passion pour le sport auto de haut niveau, donc de Formule 1, parce qu'il était retransmis à la télé. Et mes cousins, rapidement, ont dit, ils avaient 17, 18 ans, ils ont dit, ça y est, nous, on veut aller sur les Grands Prix. Alors, à l'époque, il y avait, dans le milieu des années 80, il y avait beaucoup plus de Grands Prix européens. Et c'était, entre guillemets, beaucoup moins cher d'accéder aux Grands Prix, pour plein de raisons, de structure, d'entertainment et tout ça. C'était beaucoup moins cher. Donc, mes cousins, ils partaient en voiture, avec la tente dans la voiture. Et puis, souvent, ils dormaient dans la voiture, comme des vrais fans. Alors, ils conduisaient jusqu'en Hongrie, donc ils mettaient 3 jours pour arriver en Hongrie. Ils dormaient dans la bagnole, ils bouffaient des sandwichs SNCF dans les stations-service, et puis ils rentraient sur tous les Grands Prix. Mes deux cousins s'appellent Laurent et Johan. Laurent, il a le même âge que moi, Johan 2 ans en dessous. Et en fait, ils rentraient sur tous les Grands Prix avec leur voiture sans payer. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à accéder au circuit sans payer. Et après, ils se garaient dans des endroits qui étaient payants sans payer. Et puis après, ils allaient dans la pit lane sans avoir de passe. Ils allaient sur la grille sans avoir de passe. Enfin, des phénomènes, quoi. Ce qui serait absolument impossible maintenant, je pense, quand même. Maintenant, c'est impossible. C'est-à-dire que même moi qui ai un pass permanent depuis plus de 25 ans, les passes doivent être sorties quand tu marches sorti, il doit être visible, pardon. Quand tu marches dans le paddock de Formule 1 aujourd'hui, ils doivent être visibles parce qu'il y a plein de gens qui profitaient du pass, par exemple, du Grand Prix d'avant et qui le cachaient et qui laissaient juste la ficelle. Alors de loin, tu dis bon, il a une ficelle, c'est bon. Mais maintenant, tous les gens doivent avoir le pass visible pour que les gens de la sécurité ou de contrôle que c'est le bon pass. D'ailleurs, j'ai même une petite anecdote. Quand je me souviens de Magny-Cours, alors je me souviens plus quelle année, où Bernie Ecclestone, pour qui j'ai travaillé pendant des années, mais on va revenir dessus, il parlait avec quelqu'un. Et il voit quelqu'un qui marche pas loin, qui regardait comme ça, et Bernie parlait avec cette personne-là, et il dit à la personne, son interlocuteur, 2 petites secondes, et il va contrôler lui-même le pass de la personne qui marchait à 3-4 mètres pour voir si le pass était valide. Voilà, donc voilà, ce que je veux dire, c'est... Oui, ça rigole plus du tout maintenant. Ça rigole plus du tout. Il n'y a pas de grandes sanctions. Ils vont pas mettre les gens en prison. Ce que je veux dire, c'est voilà quoi. Mais pour plein de choses, hein, pour la sécurité du personnel, pour la sécurité des pilotes, pour la sécurité des mécanos, pour la sécurité aussi des informations technologiques très sensibles dans chaque garage, pour les valeurs. Je sais pas, quelqu'un rentre dans un garage, prend un casque par exemple, ou un casque, ou des gants, ou pas dire un moteur, mais voilà. Enfin, je veux dire, c'est un peu lourd sur le bras. Ouais. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que pour plein de raisons, le paddock il est sécurisé avec donc des accès passes et qui doivent être visibles pour que tout le monde de loin voit les couleurs. Donc il y a plusieurs couleurs avec plusieurs gradations. Voilà. Et est-ce que c'est à ce moment-là, donc un petit peu en suivant l'aventure de tes cousins, que tu développes toi aussi une sorte de... Enfin, t'avais 2 héros quand t'étais jeune. T'avais Jean-Paul Belmondo, je crois. Oui. Comme beaucoup. C'est pas très original, mais c'est une valeur sûre. Je suis très ami avec son fils Paul, ouais. Que j'ai eu au téléphone il y a pas longtemps d'ailleurs. Et un cool gars, très cool. Ouais, très cool. Et Alain Prost, au final. Et Alain Prost. Alors en fait, il y en a un troisième que je t'ai pas dit. C'était la petite surprise du chef. C'est que comme je t'ai dit que je faisais de la moto, mon ultime idole à l'époque, j'achetais Moto Revue. C'était Giacomo Agostini. Ok. Voilà, qui était à l'époque, qui avait gagné genre 17 titres de champion du monde et qui des fois arrivait à gagner 3 courses dans la journée parce qu'il roulait dans 3 catégories différentes et donc il roulait la première course en 125, il gagnait, la deuxième course en 250, il gagnait, la troisième course en 500, il gagnait. Donc pour moi, c'était et puis je lisais Moto Revue à l'époque quand j'étais très jeune. Et je me dis, mais c'est le mec, c'est un phénomène. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le jour où je l'ai vu, la seule fois où j'ai été travailler sur du MotoGP, parce qu'à l'époque ça s'appelait du MotoGP, en 1995 à Barcelone, je travaillais avec Jean-Luc Roy pour une émission sur Eurosport. On y reviendra sur ta rencontre avec Jean-Luc Roy. Et en fait,
j'ai vu Giacomo Agostini et mec, je tenais pas sur mes jambes, quoi. Il y avait pas de téléphone, il y avait pas de photo. Donc pour moi, la seule photo, c'est dans ma tête. Et je savais plus où me mettre parce que je rencontrais mon idole ultime. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait un Grand Prix. Il y a quelques, parce que je fais pas tous les Grands Prix, mais il y a quelques Grands Prix. Je pense que c'était à Monza où Giacomo Agostini a fait le checkered flag, le drapeau à damier. Et je l'ai vu à la télé parce que évidemment, tu le vois à la télé à la dernière image. Et j'ai dit, mais je voulais juste. T'étais dégoûté de pas le voir. Ah, mais j'étais fou. Juste pour faire tu vois, j'ai du mal à parler. Pour moi, voilà, c'est mon ultime idole, ma première idole mécanique, c'était Giacomo Agostini. Puis après, rapidement, avec mes cousins qui ne faisaient pas de moto, eux, ils supportaient Alain Prost et l'automobile. Donc, bon, voilà. Ils t'ont contaminé avec le virus, quoi. Ils m'ont contaminé, oui. C'est des grands contaminateurs. Des grands contaminateurs. Et comment tu fais le lien, alors, vers la photographie, vers la vidéo? Comment ça se passe? À ce moment-là, il y a encore le service militaire. Tu dois y partir, j'imagine, après le bac. Ouais. Alors, en fait, en 1984, j'avais 18 ans. D'abord, j'ai pas été très loin à l'école. Je suis pas fier de ça, mais j'ai pas été très loin à l'école. J'ai arrêté à l'âge de 16 ans. Et puis, à 18 ans, je fais 1 an et demi à rien faire. Voilà, j'étais avec mes copines. Je faisais des activités physiques, on va dire comme ça. Voilà, j'ai faisais d'autres activités. Donc, je faisais pas grand-chose. Je faisais de la moto. Voilà, c'était tranquille, quoi. Et puis, à cette époque-là, en 82, mes parents sont venus à Paris. Donc, à l'âge de 16 ans, je suis venu à Paris. C'est là où, bon, voilà, quoi, je faisais pas grand-chose. Voilà. Mais bon, c'était genre, ça, j'en ai marre de l'école. Ça suffit, l'école. Maintenant, voilà, je fais ma vie. À 16 ans. Et puis, à 18 ans, mon père me dit, bah, tiens, tu veux travailler, t'aimes la moto. Un copain qui a une société de coursier en moto. Bah, je me suis dit, ouais, bah, coursier en moto, donc c'était en 84. Je me dis, mais coursier en moto, ouais, bah, c'est ça, je fais de la moto, on me paye, tout va bien, quoi. Et puis, rapidement, en 84, je commence en septembre 84, et rapidement, je deviens les gens, ils vont croire que je suis arrogant, mais je suis pas arrogant, en fait. Là, donc, j'habite à Paris. Je connaissais super bien Paris. Donc je roulais assez vite. Il n'y avait pas de feu de radar. Il n'y avait pas enfin, je grillais tous les feux. Je roulais en fait très vite, malheureusement. C'était l'insouciance qui était possible encore dans ces années et qui n'est plus du tout encore. Ouais, mais je veux pas faire le vieux con, mais non, mais c'est une réalité. D'abord, c'est pas bien de faire tout ce que je faisais. Mais en fait, je roulais sans casque. Enfin, c'était Noël, quoi. Je faisais n'importe quoi. C'était Noël. Et puis, à l'époque, je gagnais ma vie en faisant des courses. Et les courses étaient payées à la course. Et en fait, je roulais très très vite et j'allais très très vite d'un point A à un point B. Et en 1984, donc c'était il y a très longtemps, j'arrivais à gagner 30 000 francs par mois, ce qui fait à peu près 5 000 euros. Parce que tu étais ultra efficace et tu peux faire beaucoup de courses. Je travaillais de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, sans m'arrêter, tous les jours. Donc je gagnais à peu près 5 000 euros en 84, ce qui fait une très grosse somme maintenant. Mais le matin, je partais, je ne savais pas si j'allais revenir le soir, hein, parce que évidemment, je roulais comme un fou. J'ai eu des accidents, un qui est pas loin d'ici d'ailleurs, que j'ai tapé dans une voiture. Une voiture m'a coupé la route, j'ai tapé, j'étais à l'hôpital. Tu as laissé quelques os, quoi. Quelques os, ouais. Quelques os et quelques tendons et voilà. Et donc en fait, au bout d'une année de 84, au bout d'une année, je travaille comme coursier, donc je suis assez rapide. Les gens me font confiance. À l'époque, les gens avec qui je travaille, qui sont coursiers aussi, c'est facile. T'es coursier, t'as rien à faire, viens travailler. T'as une moto, viens travailler. Et c'est là en 84 que je commence à connaître des gens qui travaillaient avec moi, qui étaient aussi dans le rap. Ok. Je te fais une petite aparté. Et en fait, donc je commence à connaître des gens dans le rap. Et moi, j'avais une petite caméra, un petit appareil photo, et puis je me dis, je vais vous faire des photos, on va sortir. Donc on sortait dans des boîtes qui s'appellent chez Roger, le Globo. On allait dans des boîtes. J'allais au fameux
terrain vague de la Chapelle, comme voilà, donc qui était pas loin de chez moi, à côté où d'habitaient mes parents. Et je faisais des photos, donc des jeunes rappeurs qui venaient avec des cartons et qui dansaient sur des cartons, avec Dynasty à l'époque, Dynasty qui venait avec des enceintes et avec un groupe électrogène et qui faisait marcher les enceintes comme ça en plein air avec mon ami, mon frère qui s'appelle Joe, qui habitait aussi chez moi. Et en fait, on mettait la musique. Moi, je faisais des photos. Bon, les gens qui étaient là étaient un petit peu nés des cités, donc c'était un peu. Moi, j'ai toujours vécu dans des résidences citées. Mais bon, il y avait plein de gens qui venaient des cités de Stein. Enfin, tu vois, j'avais peur de me faire gauler mon appareil photo. Et moi, en fait, j'étais plus là comme je vais dire un voyeur, parce que quand avec un appareil photo, t'es un voyeur. En fait, un témoin. Tu vois, je regardais ce qui se passait, mais je faisais des photos. Donc tous les gens avec qui je travaillais, ils étaient tous dans le milieu du rap. Tiens, tu fais rien demain, tiens, tu veux gagner des sous, viens avec ta bécane. Sachant que c'était vraiment le début du rap en France. C'était le début du rap en France. C'était vraiment 84. Donc après, j'ai connu Sydney qui faisait l'émission hip-hop. Et puis on était toute une clique comme ça où on se déplaçait. Voilà, mais c'était vraiment très amical. Mais ça, j'avais pas tout le temps. J'étais pas tout le temps sûr de moi. J'avais tout le temps. Voilà, enfin j'étais pas sûr de moi parce que j'avais peur de me faire gauler mon appareil photo, voilà, je sais pas comment. Mais c'est ton premier contact du coup avec la photographie? Donc voilà, non, je faisais déjà des photos de famille, mais bon, okay. J'appuyais sur je voyais dans un trou de serrure, j'appuyais sur à l'époque c'était des Instamatic, c'était des trucs, tu vois, tu faisais 24 photos, puis après t'attendais que voir si t'avais réussi. Et des fois tu fais 24 photos, elles sont pourries parce que c'est flou, parce que c'est trop noir, parce que t'as fait une photo avec un fond qui est trop éclairé. Voilà, j'avais aucune technique. Et au bout d'un an de coursier, avec tous les clients avec qui je travaillais, il me confiait de plus en plus de missions de valeur. Je transportais des bijoux, je transportais des choses très sensibles. Et on m'a demandé que moi. Parce que les gens qui faisaient, d'autres personnes avec qui je travaillais n'étaient pas fiables. À l'époque, au milieu des années 80, il y avait beaucoup de drogues qui étaient utilisées par les gens. Voilà, j'ai connu plein de gens qui sont malheureusement morts de overdose, dont mon meilleur ami à l'époque. Et puis voilà quoi. Donc en fait, les gens étaient pas très fiables. Donc si t'appelles un coursier qui est pas fiable et qu'on lui donne une montre à 25 000 francs en disant tu l'amènes là-bas et que le mec il la perd entre guillemets pour aller s'acheter un shoot. Donc j'étais devenu un genre de coursier de référence. Et il y a plein de gens qui m'aimaient dans toutes les boîtes. Et il y en a un qui me dit, écoute, je pars en vacances pendant un mois, je te reverrai à mon retour. Et je dis, ben non, à ton retour dans un mois, je ne serai plus là parce que je pars au service militaire. Il me dit, ah mais tu vas où? Le service militaire était à l'époque obligatoire et il fallait faire 12 mois. Bah je lui dis, j'ai demandé à aller dans l'armée de l'air, mais je sais pas très bien. Il m'a dit, mais moi je connais quelqu'un au service historique de l'armée de l'air à Vincennes, au château de Vincennes, mais je peux te pistonner. Bah, j'ai dit, OK, château de Vincennes, tout va bien, mec, il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'était en mi-85. Et bon, je te la fais courte parce que franchement, c'est une histoire de fou. Mais il me présente comme un photographe à ce service historique de l'armée de l'air et on me dit, OK, tu vas diriger le service photographique. Mais moi, j'avais aucune technique. T'avais appris un petit peu la photo, mais par toi-même. Non. Aucune technique. Aucune technique. Parce qu'en fait, la base de l'école, c'est que tu apprends des techniques. Moi, j'ai pas été à l'école. Et surtout pas à l'école de la photographie. Donc, je vais faire mes classes pendant 2 mois en faisant le mec qui a la jambe cassée alors que j'avais rien, mais il trouve un truc cassé dans ma jambe. Voilà. Grâce à la moto entre autres, mais en fait, je n'avais absolument rien. Et le jour où ils se sont aperçus que j'avais rien, parce que pendant 1 mois, j'ai rien fait. Là, ils m'ont défoncé, ils m'ont mis à la garde des avions nucléaires, enfin bon bref, avec des chiens, enfin tout un truc. Et le colonel du service historique de l'armée de l'air de Vincennes appelle le colonel de ma base et dit je veux que Tibi vienne chez moi. Et le colonel de la base me dit mais non, il nous a ruiné, il nous a truqué, non, il nous a embrouillé pendant 1 mois, soi-disant il avait un truc à la jambe, nous on veut le garder, on veut le mettre à la garde des avions, machin. Et lui il dit non, c'est un professeur de photo et on est vendredi, je veux que lundi il soit à mon unité à Vincennes.
Alors le colonel, il me voit, il me dit, vous avez des gros appuis à Paris. Je dis, ah bon, je savais pas. Enfin voilà, je savais pas. Et en fait, il me dit, bon allez, je vous libère. Et je pars. Et on est vendredi. Et le lundi, je dois être un professeur de photo. J'y connais rien. Donc le samedi matin, je vais à la Fnac, j'achète comment être photographe, un bouquin de 500 pages. T'imagines ? Que je dois lire en 2 jours, mais voilà. Donc j'achète un livre le matin, le samedi matin. Je prends mon livre, je commence à lire les chapitres, pas les chapitres, mais le sommaire. Je me dis, mais je vais pas lire 500 pages. Bah, je m'en fous. Allez, je m'en fous. Je vais arriver, je vais leur dire que je sais rien faire. Donc le lundi matin, j'arrive tremblotant comme ça, et le colonel me dit, bonjour Tibi, ça va ? Oui, bien sûr, mon colonel. Donc mon colonel me dit, il y a 2 nouvelles. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'allez pas aller au service photographique, parce qu'il y a un jeune qui est professeur de photo, qui a le même âge que vous, qui prend la position. La bonne nouvelle, c'est que vous allez être mon secrétaire et le secrétaire du général. Donc là, je suis là, 9h du matin, je me dis, putain, mais c'est incroyable. Et en fait, j'ai dit, bien sûr, mon colonel, mais en quoi ça consiste ? Il dit, mais ça consiste, en fait, à juste s'asseoir dans un bureau et à attendre qu'on a besoin de vous. Il y a une bibliothèque en bas. Vous pouvez lire toute la bibliothèque et vous attendez toute la journée. Vous n'avez pratiquement rien à faire. Donc déjà, j'avais réussi mon pari de ne pas lire ces 500 pages. Et je me dis, ouais, ok, d'accord, super. Donc, j'ai pas grand chose à faire. J'habitais à Paris à ce moment-là, donc j'allais en moto au château de Vincennes. Donc, pour moi, je partais le matin sans aucun problème. Je devais être là-bas à 9h habillé en uniforme. Je partais à 8h30 de chez moi. Voilà. Et en fait, je me suis fait ami avec le gars du service photographique qui s'appelle Philippe Wagner, surnommé Balcar, qui est comme mon frère, évidemment. Et lui habitait à Belleville. Et tous les matins, je passais le chercher pour aller à l'armée. Et moi, le général voulait me voir à 9h du matin, pile. Et Philippe Wagner, donc dit Balcar, lui était toujours en retard. Il arrivait, il courait dans la rue avec une chaussure, avec les cheveux comme ça. Enfin voilà quoi. Et moi, j'arrivais tout le temps en retard avec cause de Philippe, qui lui pouvait arriver plus tard parce que lui, voilà, son sergent s'en foutait. Et puis on a voilà. Bon, enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que le général me convoquait à 9h dans son bureau, me disait pratiquement tous les jours, voilà, monsieur Tibi, j'ai 3 lettres à poster à la poste, vous les postez, et le reste du temps, vous faites ce que vous voulez. Incroyable. Donc j'allais à la poste à 9h15, j'allais à la poste, je postais 3 timbres, et puis des fois je revenais à 11h30, enfin j'allais à un café, des fois je prenais ma moto, je partais, je rentrais chez moi. Je rentrais chez moi, je revenais, juste pour montrer que j'étais là. J'allais pas lire la bibliothèque. Et puis à un moment, très rapidement, je me suis dit bon ben ça va, j'ai autre chose à faire quoi. Je me suis dit je vais aller au service photo, apprendre la photo. Donc j'ai été voir Philippe Wagner, donc dans le service photographique qui était à quelques portes. Et puis je lui ai dit j'aimerais bien apprendre la photo. Il m'a dit mais bien sûr, je vais t'apprendre la photo. Alors à cette époque-là, on faisait des photos en noir et blanc. On avait du matériel de l'armée, donc des pellicules, et on avait des appareils. Et donc, lui m'a appris, et on développait nous-mêmes. Donc, il m'a dit, je vais t'apprendre comment faire des photos avec la technique, que je n'avais pas. Donc, il m'a appris la technique. Il m'a dit, voilà, il faut que tu apprennes une formule mathématique. Je lui ai dit, mec, je comprends rien aux mathématiques. J'ai toujours eu 0 ou moins que 0. Donc, c'est impossible que je comprenne. Et il m'a dit, écoute, Jean-Michel, si tu n'apprends pas cette formule mathématique, tu ne comprendras jamais rien. Donc la seule formule mathématique que j'ai appris, c'est Philippe qui me l'a appris et qui m'a expliqué comment faire la corrélation entre la distance, le diaphragme de la lumière, la vitesse. Et ça m'a structuré au niveau de ce que je veux faire. Donc je sais que si je veux faire une voiture en mouvement et qu'elle soit floue, on va au 30e. Tu vois, si je veux qu'elle soit nette, on va au 2 millième. Et c'est lui qui m'a appris cette technique photographique. Et pendant un an, pendant 10 mois, puisque j'avais fait mes classes pendant 2 mois, pendant 10 mois, eh bien, j'ai appris à faire des photos. Des fois, il me disait, tu descends et tu fais la photo de l'arbre. Il y a un arbre au château de Vincennes, qui est le fameux arbre où Saint-Louis le roi Saint-Louis donnait la loi. Et il me disait, c'est la photo de l'arbre, tu fais 36 photos de l'arbre, avec tous des différents réglages. Je dis, je vais pas faire 36 photos d'un arbre. Il me dit, je te dis, fais 36 photos d'un arbre,
Tu fais tout le temps les réglages tous différents. Et quand on viendra, on le développera, on verra ce que tu as fait. Et toi, tu comprendras ce qui est mieux ou ce qui n'est pas bien. On avait du matériel de l'armée, donc c'était tout gratuit. Et donc pendant un an, pratiquement un an, j'ai appris à faire des photos grâce à l'armée et le développement aussi, qui était super important. Voilà, donc c'est ça qui a fait que j'ai appris à faire des photos avec la technique que j'apprends encore aujourd'hui au plus de 30 ans après, et parce que je suis quelqu'un qui veut toujours apprendre. Et voilà, et puis donc j'ai commencé à apprendre la technique à ce moment-là, et puis à la fin de l'armée, il m'a dit écoute, moi je suis assistant d'un photographe, et est-ce que tu veux travailler avec nous? J'ai dit oui. Donc là on a été travailler dans la mode, où le photographe Jean-Paul Lefray faisait des photos plutôt d'enfants pour des magazines d'enfants. Donc très difficile à travailler puisque les enfants doivent travailler pas plus que 30 minutes et après ils ont un break. Et puis tu as toujours les parents qui viennent qui disent ah mon fils il est plus beau et ma fille elle est plus belle. Je peux être là sur le plateau. Non, c'est un travail. Vous restez dehors et nous on s'occupe des modèles puisque ce sont des modèles. Donc j'ai appris aussi là à faire la photo en couleur et dans des studios avec des différentes lumières pendant 2-3 ans. Et t'as fini par te sentir à l'aise avec la photographie et de plus vraiment te sentir un peu comme l'imposteur que tu te sentais avant au moment où tu devais lire ce bouquin? Alors, est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui, on est en 2022? Ouais. Ce dont je te parle, c'était en 1985. Ouais. Il y a 1 an et demi, j'ai acheté un Leica noir et blanc, complètement noir et blanc. Et aujourd'hui, quand je prends le Leica, je tremble parce que je n'arrive pas à avoir ce que je veux. Donc, plus de 30 ans après, je suis encore un débutant en photo. Je sais ce que je veux faire, j'arrive à le faire, mais pas tout le temps. Avec la caméra, tu me donnes une caméra, franchement, c'est comme si c'est une partie de mon corps. Mais l'appareil photo, je suis encore timide parce que j'arrive pas à achever mes rêves de photo. Donc, pour moi, je suis plus un caméraman qu'un photographe. Je sais faire plein de choses. Je vois une photo, je sais la lire et la décrire techniquement. Mais je suis encore très très timide dans la réalisation d'une photo parce que je me dis mais comment je vais faire? C'est pas instinctif. Et je fais des belles photos, mais qui sont, on va dire, très pour moi très moyennes. Il y a pas autant dans la caméra, je fais des trucs plutôt au-dessus de la norme. Plutôt en photo, je fais des trucs tout à fait normaux et ça m'ennuie. Donc, je suis encore en learning process d'être un photographe. Et j'ai appris avec des gens, excuse-moi, juste pour te dire, il y a à peu près 1 an, j'ai travaillé avec une société qui s'appelle Race Service, qui est ici. Et d'ailleurs, les t-shirts étaient très cool. Merci beaucoup. Race Service, qui sont un bunch de talents d'une société américaine qui est à Los Angeles et qui a des talent creators en Europe. Et j'ai travaillé avec plein de jeunes qui ont 20, 22, 23, 24 ans. Et je regardais ce qu'ils faisaient, mais j'étais halluciné quand je dis mais putain, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être photographe comme eux. Moi, je faisais la caméra et eux, ils faisaient des photos et des vidéos. Et je dis, mais c'est fou. Par exemple, il y en a un, excuse-moi, il met sur sa lens, il met un filtre et il met des bouts de colle avec des petits bouts de bleu, comme du polystyrène. Et en fait, chaque photo qu'il fait, tu crois qu'il y a une amorce devant. Ça donne un effet particulier. Ça donne un effet. Et en fait, il fait une photo là comme ça. Et en fait, on croit qu'en fait, il est caché derrière un truc. Et je dis, et tu vois, ce que je te dis, c'est évident. Parce qu'il met sur son lens. Donc, en fait, il fait une photo dans la rue d'un arbre. Mais en fait, tu crois que t'es caché derrière quelque chose. Mais en fait, il est pas caché. Et c'est des trucs de jeunes. Moi, si la lens, elle est pas propre, et en fait, eux, ils se servent que ce soit sale ou trafiqué pour prendre avantage. C'est pour ça qu'en fait, quand je vois ces jeunes-là, j'apprends toutes les minutes. Et il y a des bunch of talents à Race Service qui sont incroyables et qui travaillent maintenant en Formule 1 parce qu'évidemment, ils ont le niveau. Voilà, c'est fou. Et donc, pour moi, je suis pas encore un photographe à 100%. Je n'ai pas cette prétention. Et justement, comment tu fais cette transition entre la photo et la vidéo en sortant du coup du service militaire? Oui. Après tes expériences avec Jean-Paul et Philippe dans la mode, ouais. Ouais. Comment tu fais cette transition?
En fait, il y a un cousin de mon père qui a une boîte d'événementiel et qui me dit tiens, tu photographes? Ouais, je photographe. Il me dit bah, tiens, prends un appareil photo et fais des photos dans la rue. Et il me donne un Mamiya un moyen format. Alors je sais pas ce que c'est. Ouais, donc un Mamiya, c'est donc en fait quand on fait des photos en plein format qui sont 24-36 à l'époque. Aujourd'hui, il y a plein de formats plus croppés, mais voilà. Donc à l'époque, on faisait des photos en 24-36. Et un Mamiya, c'est donc un appareil où le négatif est plus grand. Donc 24-36, donc 2.4 par 3.6. Et moi, je faisais des photos donc on va dire oui 24-36. Moi, je fais des photos en 60-70. Donc le négatif, il est plus grand. Donc évidemment, c'est pour par exemple faire des campagnes où tu dois des campagnes publicitaires pour agrandir pour 5 mètres par 4. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, c'est la mise au point, elle doit être pile poil. Tu peux pas avoir un truc flou parce qu'évidemment c'est quand tu agrandis 4 mètres. Donc ce sont des appareils moyen format, des Hasselblad par exemple, la famille des Hasselblad, la famille des Mamiya. Et à l'époque, donc il me donne un appareil photo, il me dit tiens, fais des photos dans la rue là, on va les développer, on va voir. Et moi je connaissais pas l'appareil. Donc je fais des photos, je fais genre 12 photos et elles sont toutes floues ou pas la bonne vitesse. Et il me dit mais ça, t'es photographe, mais c'est nul. Tiens, prends une caméra. En fait, essaye de voir. Je prends une caméra, je fais 3 passages dans la rue. Et il me dit, ah bah c'est bien, ok, bah tu vas faire caméraman. T'as eu une aisance tout de suite avec une caméra. Bah c'était lourd, mais en fait c'est le mouvement qui est plus facile. Parce qu'en fait, c'est la caméra, honnêtement, c'est plus facile qu'une photo. Parce que tu fais un mouvement. Je sais pas comment dire, c'est plus naturel. En fait, une photo, c'est super compliqué. Les gens, ils voient des photos toute la journée. Mais une photo, c'est un instant d'éternité. Tu veux dire parce qu'il y a ce côté faux, vrai, naturel. C'est-à-dire que tu dois donner l'impression que en photo, il y a du naturel. Non. Alors comment tu travaillé? Non. En caméra, tu commences d'un point A, tu finis à un point B. Tu racontes une histoire, pas dire dans un mouvement, mais tu racontes une histoire. En photo, c'est-à-dire que si tu fais un plan de caméra, tu fais Notre-Dame avec une caméra, mais tu bouges pas. Ben, c'est une photo. D'accord, c'est juste un moment qui bouge pas. Mais si tu commences à faire un plan avec une caméra du pont à la Notre-Dame, ben c'est une histoire. Tu pars du pont, on voit la Seine, donc il y a un point A à un point B, et il y a une histoire. Ça aussi, je l'ai appris avec le temps, c'est de ne toujours avoir un début et une fin dans la caméra. Dans l'appareil photo, quand tu fais une photo, si tu fais une photo de Notre-Dame et qu'il y a personne devant, bah c'est une photo de Notre-Dame, tout le monde le fait. Mais si tu as une photo de Notre-Dame avec devant par exemple un mec qui vend je sais pas des crêpes ou un truc comme ça, là tu racontes une histoire. Il y a une histoire, il y a une relation entre tu dis pas c'est juste Notre-Dame. Tiens, il y a des gens qui vont la vie quoi. La vraie vie. Voilà. Tandis que si tu fais une photo d'un immeuble, bah c'est un immeuble qui bouge pas. Donc la photo c'est beaucoup plus compliqué à écrire une histoire sans mouvement. La photo, c'est une histoire sans mouvement, mais c'est super compliqué. Après, ça, c'est vraiment moi comment je le ressens. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, c'était facile. Bah voilà, prends une caméra, j'appuie, mais évidemment, j'avais jamais fait de caméra, donc bon, c'est facile. Je filme un truc, le mec qui bouge, bon, voilà, l'histoire elle est faite. Le seul truc, c'est que c'est super lourd. Une caméra, ça pèse combien celle que t'as en F1, elle pèse combien d'ailleurs? Elle pèse 17 kilos. 17 kilos sur l'épaule pendant quoi, 10 heures, 14 heures? Non. Je fais 60 km chaque semaine avec 17 kilos sur le dos. C'est incroyable. Dans des conditions de Singapour, où il fait 35 degrés, 100% d'humidité, avec des montées, des descentes. J'ai appris des techniques de respiration pour ne pas bouger, évidemment. Si je cours du garage A, si je cours de Mercedes jusqu'à Williams, par exemple, je fais à peu près, on va dire 300 mètres, bah, si j'arrive chez Williams et je peux pas filmer. Donc en fait, je coupe ma respiration. J'ai appris des techniques. J'ai développé moi-même, je me suis moi-même développé des techniques de respiration par le nez et pour pas faire. Je respire par le nez et donc en fait voilà, j'ai appris ça. Mais bon, je veux dire, je fais ça chaque semaine à peu près 50 à 60 kilomètres avec une caméra de 17 kilos, avec le décalage horaire. Avec des horaires très tôt des fois, des horaires très tard comme par exemple à Singapour, avec des conditions sous la pluie. Là par exemple je travaille pour une autre production qui s'appelle la Race of Champions, qui est en Suède au mois de janvier. Je travaille toute la journée dehors, dans le blizzard, dans la neige,
Et j'ai les doigts glacés. Je sens même pas le métal puisque mes doigts, je le sens plus. Mais bon, voilà quoi. Donc les gens ils me voient tout le temps bronzé, et bravo. Mais souvent je travaille au froid. Souvent je travaille sous la pluie. Et pour moi, je veux la pluie. Pour moi, race day, rainy day, fun day. Tu préfères ces conditions-là? Ah mais moi je veux la pluie tous les jours. Moi je veux la pluie tous les jours. Mais c'est énorme la pluie. C'est magnifique. C'est dramatique. Ça glisse. C'est comment je pourrais dire, c'est on sait pas ce qui va se passer. Ouais, tu sais qu'il va se passer des choses forcément. Il va se passer. T'as juste qu'à attendre. Ouais, moi, je suis pas un attentiste. Moi, je suis quelqu'un qui est positif, qui a beaucoup de chance et qui avance. Mais ce que je veux dire, c'est quand je vois la pluie le dimanche matin, quand je travaille, j'ouvre les rideaux et je regarde la pluie, je me dis waouh. Tu te frottes les mains presque. Ah mais je suis heureux. Par contre, quand j'ouvre les rideaux et que je vois qu'il fait soleil, je me dis ok, bon, ça va être boring, ça va être ennuyant. Et bon, j'essaie de. Je te cache pas qu'il m'est arrivé. Je te cache pas qu'il m'est arrivé des fois de m'assoupir pendant une course de Formule 1 quand les voitures elles font des runs de 30 tours et qu'il n'y a rien qui se passe. Bon ben tu t'assois et en fait t'assois. Je m'assois sur ma caméra et des fois je peux m'assoupir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et justement, pour revenir à la Formule 1, parce que c'est pas un secret que tu es connu pour la Formule 1, mais pour reprendre ton histoire, comment tu fais cette transition vers le sport, vers le sport automobile et plus tard vers la Formule 1? Alors en fait, mes cousins donc se sont dit on veut aller supporter Alain Prost, qui à l'époque était donc la star montante chez Renault, et donc ils disent on va aller supporter supporter en anglais, tu vois. Et donc en fait ils ont dit on va aller sur les grands prix. Et moi, tu viens avec nous, Jean-Michel. Et moi, je me suis dit, je vais pas me taper 50 heures de voiture, dormir à 4 dans une caisse. Moi, ça m'intéresse pas. Donc moi, je voyais les grands prix. Donc j'étais avec ma copine de l'époque, ou quelques-unes, on va dire ça comme ça. Et moi, je préférais passer du temps l'après-midi au lit à regarder la télé plutôt que d'aller dormir dans une Opel Kadett à 4. Et puis mes cousins allaient sur les grands prix, puis ils nous ont dit ouais, on s'est approché d'Alain Prost, on veut lui parler. Bon, pour plein de raisons, ils n'ont pas réussi à lui parler ou ils ont parlé, mais ce que je veux dire, c'était des fans. Et puis moi, je regardais les grands prix. Et puis eux, donc ils faisaient des photos, ils me ramenaient des photos d'Alain Prost, et puis plus tard avec Ayrton Senna. Qui côtoyait tout le temps, puisqu'à l'époque, tu pouvais rentrer dans les garages, tu pouvais rentrer dans les motorhomes sans aucun problème. Et voilà, donc en fait, à un moment, je me suis dit, waouh, mais c'est génial, j'aimerais bien y aller. Et puis en 1992, à l'époque, je suis avec une fille qui s'appelle Laetitia, une très jolie fille blonde avec des yeux verts comme ça, magnifique, et qui on habite ensemble à Paris, et puis qui est hôtesse. Alors, sa meilleure copine, en 1990-91, c'est Karine Le Marchand. Donc, j'ai connu Karine il y a plus de 30 ans. Et on sortait ensemble. Alors, moi, je sortais qu'avec des belles filles. C'était Noël. Donc, Laetitia, Karine et d'autres filles. Et voilà, qui travaillaient pour l'agence de la femme de Jean-Claude Darmon. Je sais pas si tu connais Jean-Claude Darmon, qui dirigeait à l'époque Sport 5, qui était le grand argentier du football français. D'accord, non, je connaissais pas. Bref, voilà. Donc, il travaillait avec tous ces gens-là. Et Laetitia aussi travaillait, ça c'est important aussi à dire, elle travaillait pour Christophe de Chavannes, pour les émissions Ciel Montmardi. Donc tous les mardis, je l'emmenais à la SFP, qui se trouve au but de Chaumont, et elle travaillait comme hôtesse, ou elle travaillait comme hôtesse pour Christophe de Chavannes, mais sur le plateau. Donc elle amenait à boire aux invités. Donc on la voyait de temps en temps. Waouh, tu vois. Et elle a sorti une photo il y a 2-3 jours. Elle a sorti une photo de cette époque-là. Et donc moi j'allais voir les émissions en plateau. Et waouh, j'ai dit mais c'est génial, mais c'est ce que je veux faire. Et puis donc j'ai eu cette ambition de travailler à la télévision. Comme j'étais caméraman entre guillemets dans tout ce qui était corporate et events et tout ça. Mais j'avais envie de passer à la télévision. Mais comment faire? Et puis mes cousins me disent ouais, on va en Formule 1, viens avec nous. Et puis ma copine Laetitia, elle me dit tiens, je connais une fille qui s'appelle Véronique Bouclon. Elle cherche un mec pour aller au Grand Prix de Monaco, pour balader les VIPs, pour faire des garage tours. Tu connais la voiture? Moi je dis oui, comme je connaissais la photographie.
à l'époque, en 1985. Et elle me dit, moi je dis toujours oui. Ok, tu sais le faire? Oui, bien sûr, je sais le faire. Et donc, oui, Fake it until you make it. Exactement. Donc j'appelle cette femme, Véronique Bouclon, et je lui dis, mais oui, mais elle me dit, t'as déjà été faire du sport auto? Ouais, ouais, ouais. Mes cousins, ils sont amis avec Alain Prost et tout ça, machin. Elle me dit, bah ok, on va aller à Monaco et on va guider des VIP. Tu feras des garages tours. Bah je dis, ok, d'accord, avec plaisir. Et donc en 1992, je me retrouve au Grand Prix de Monaco à travailler donc pour le sponsor Shell, qui était sponsor de McLaren. Et donc, comme tu le sais, en 1992, Alain Prost ne conduisait pas. Et donc, moi, mon rêve, c'était de rencontrer Alain Prost. Mais en 92, il ne conduisait pas. Il conduisait pas, pardon. Et je travaillais pour Ayrton Senna, qui était évidemment notre contre-idole, puisque nous, on supportait Alain Prost. Et donc, je travaillais avec Ayrton Senna, avec Gerhard Berger, avec McLaren. Alors, je travaillais pas avec eux directement, mais j'amenais les VIP. Regardez, ça c'est Ayrton Senna. Regardez, ça c'est Gerhard Berger. Regardez, ça c'est Ron Dennis. Et ce qui m'a tout de suite surpris, c'est la propreté du garage. Tout le monde était habillé en blanc et en rouge. Les petits shorts comme ça, à l'époque des années 80, les shorts, les chemises, les baskets, tout était siglé McLaren. Et j'ai dit, mais c'est magnifique, tout est tout super propre. Et waouh. Et donc j'ai amené les VIP, je voulais faire tous les garages tours pour voir encore plus les garages. Tu profitais de cette occasion pour découvrir tout en fait. Voilà, en fait, j'ai ça c'est des roues, ça c'est des moteurs, et puis les gens ils disaient waouh, c'est des roues, et ouais, au moins ils me croient. Et à l'époque, alors ce qu'il faut savoir aussi à Monaco, c'est que la pit lane était du côté du start aujourd'hui, et il n'y avait pas de garage, c'était juste des emplacements. Les mécanos étaient au paddock. Donc tous les soirs, les voitures étaient ramenées tous les soirs, les voitures rentraient au paddock. Elles étaient réparées et améliorées au paddock. Et tous les jours, ils sortaient du paddock, ils roulaient sur le circuit, ils s'arrêtaient pour faire un changement de pneus dans la pit lane, mais la pit lane était très très étroite et très dangereuse, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de VIP, beaucoup de gens qui se baladaient, qui regardaient en l'air alors qu'il fallait regarder au sol. Et c'était très très dangereux. Alors après, voilà, donc les voitures, elles étaient plutôt dans le paddock, mais des fois, j'amenais les gens dans la pit lane où il fallait rester sur le côté, des voitures qui viennent, le bruit incroyable, infernal, et puis les pilotes de l'époque en 1992, les Ricardo Patrese sur les Williams, les Nigel Mansell qui était champion du monde en 92, Ayrton Senna, Gerhard Berger, enfin tous ces noms qui sont aujourd'hui, on va dire des dinosaures, mais qui à l'époque qui sont des légendes absolument. Et donc, je fais ça à Monaco, et puis elle me dit, ouais, ce serait bien que t'en fasses un autre au Grand Prix de France. Je dis, ok, d'accord, allons-y, ok. Donc, je vais au Grand Prix de France aussi, et voilà quoi, j'en fais 2. Je fais 2 courses. Et puis, elle me fait la même chose l'année d'après, tu vois. Et j'avais été à Barcelone aussi, voilà. Donc voilà, moi j'y vais, je suis très heureux. Et puis voilà, tout va bien. Et puis mes cousins, je les vois un petit peu, ils grattent un peu, ils se baladent, ils font des trucs, des photos, des machins. Voilà. Bon, j'ai une photo de cette époque-là, quand j'étais donc ce jour-là à Barcelone, non, à Monaco en 92. J'ai une photo de ça où j'ai les cheveux longs à l'époque avec l'uniforme entre guillemets Shell. Voilà. Et puis bon, bah j'étais là quoi, j'étais super content. Et en 93, évidemment, il y avait Alain Prost qui était revenu sur Williams et j'étais très heureux de le voir mais je travaillais pas pour Williams, donc je le voyais comme ça, il mettait son casque et pour moi c'était voilà quoi, je suis dans la télé en fait. En fait, tu faisais des apparitions en F1 à ce moment-là, mais tu travaillais pas pour la F1 ou Non, je travaillais pour les sponsors. OK. Mais en fait, quand je suis arrivé en Formule 1 et que je travaillais, j'étais dans la télévision. Puisque depuis des années, je regardais la télévision. Donc pour moi, j'étais rentré dans l'image. J'étais à l'endroit où moi, je rêvais d'y aller. Donc c'était un rêve qui se concrétisait. Et c'est à ce moment-là que la rencontre avec Jean-Luc Roy a aussi... Alors, donc cette jeune fille, Laetitia, avec qui j'étais, on se sépare pour plein de raisons. Et comme la vie arrive. Et en fait, elle continue à être hôtesse et elle rencontre Jean-Luc Roy. Jean-Luc Roy, à l'époque, il était déjà très très connu parce qu'il était présentateur sur la 5, la télévision, la chaîne La 5, de tout le sport mécanique. C'était le Denis Brognard du sport mécanique sur la 5. Donc tout le monde le connaissait.
et genre l'aventurier, et aussi une histoire très célèbre où il était dans l'hélico sur le Paris-Dakar, où il était donc avec Thierry Sabine, et puis très ami avec Daniel Balavoine, et puis Daniel lui dit, Daniel Balavoine, je dis Daniel mais je le connaissais pas, hein. Voilà, je connais sa femme très très bien. Mais bon, voilà. Donc Daniel Balavoine lui dit est-ce que je peux monter dans l'hélico à ta place, et Jean-Luc Roy lui dit bien sûr, tu montes dans l'hélico, on se voit à l'arrivée. Et en fait, Daniel Balavoine, Thierry Sabine et les autres personnes qui étaient dans l'hélico se sont crachés ce jour-là. Donc Jean-Luc Roy était quelqu'un de très connu puisqu'il était, on va dire, témoin de l'accident, et puis il a échappé à la mort d'une fraction d'un oui, non, peut-être, vas-y. Voilà. Donc en fait, Jean-Luc Roy, pour moi, c'était aussi quelqu'un de mythique, puisque je l'entendais commenter et je le voyais à la télévision. Donc Laetitia me dit, écoute, va voir mon fiancé, il s'appelle Jean-Luc Roy. Je dis, oui, je connais, va le voir. Et puis j'ai mis quand même 6 mois à l'appeler. Et elle m'appelait au téléphone. Elle me disait, mais tu l'as appelé, Jean-Luc Roy? Et à l'époque, c'est des téléphones de maison à maison, hein, évidemment. Et je lui dis, ouais, non, mais je vais l'appeler, on va voir. Et puis, au bout de 6 mois, je me dis, ok, je vais l'appeler. Je prends mon téléphone, il est 6h du soir, je l'appelle, je dis, salut Jean-Luc, c'est Jean-Michel Tibi. Ah oui, bien sûr, Laetitia va parler de toi. Et moi, je m'imaginais, pendant qu'ils sont sur le lit, les deux en train sur le coussin, en train de parler de moi, t'imagines? J'étais très gêné. Il me dit, bon, ouais, m'a dit, t'étais caméraman, t'aimes le sport, mécanique, ok, d'accord, on est jeudi, là. Est-ce que tu peux venir me voir la semaine prochaine, mercredi, jeudi? Je lui dis, ok, d'accord. Ça faisait 6 mois que j'attendais, je pouvais attendre une semaine de plus. Et puis il me dit, qu'est-ce que t'en penses demain matin, vendredi matin? Tu peux venir vendredi matin à 9h? Bah, je dis ouais. Il me dit, on est à Puteaux. Bah, je dis, ok, 9h, pas de problème. Et puis, depuis, j'ai beaucoup changé. Je suis arrivé en avance. Maintenant, j'arrive toujours en retard. Un petit clin d'œil avec les gens avec qui je travaille. Je peux rien dire là-dessus parce que je suis arrivé en retard aussi ce matin. Attention, vous étiez 2, c'est pour ça, vous avez doublé le temps. Et donc, j'arrive à 8h45 au bureau. Il y a une dame qui me reçoit, qui s'appelle Isabelle Legac, une super fille, et donc qui me dit vous avez rendez-vous avec Jean-Luc Roy, mais il est pas encore là, il arrive à 9h. Ok. Donc je suis là, j'attends, et puis Jean-Luc arrive, et puis il me dit j'aime bien les gens qui sont là en avance. Très bien. Donc on est vendredi matin, je l'ai appelé la veille. Bon, je suis là. Il me dit alors raconte-moi. Je suis caméraman, je fais des private events, j'aime le sport auto, mécanique, voilà. Il me dit bon, ok. Il me dit qu'est-ce que tu fais demain? Demain, samedi, dimanche, rien. En fait, je faisais un tournage. Il me dit ok, tu vas partir avec un de mes caméramans, un journaliste qui est le rédacteur en chef, et vous allez partir ce soir pour la Suisse pour un championnat du monde de motocross. Ça s'est passé en moins d'1 minute comme ça. Et je lui dis ok. Moi, je me réfléchis comment je vais annuler mon tournage pour mettre quelqu'un d'autre. Mais tu sens que tu as une opportunité, que c'est là que tu dois être. J'ai l'opportunité. J'ai la chance. Voilà. Ça fait 6 mois que je devais l'appeler. Je l'appelle un jeudi. Et puis, il me dit, viens demain matin. Et le lendemain matin, il me dit, on part ce soir. Ça clique. Et je dis, mais oui, bien sûr, je suis disponible, bien sûr. Il me dit, pas de pression au niveau des images, puisque le caméraman qui est là, lui, fait déjà les images. Toi, tu fais des images, tu fais ce que tu veux. Ok, d'accord. T'étais un peu le bonus, c'est-à-dire, on verra si on exploite les images ou pas. Voilà. Et donc, il me dit, rendez-vous ce soir alors à la Tour TF1, parce qu'à l'époque, Eurosport était à la Tour TF1. Rendez-vous ce soir à 7h à la Tour TF1, blablabla, tu prends ton sac, machin, ok, d'accord. Et le soir, et je sors du rendez-vous, mais je suis comme un boxeur qu'on a tapé, tu vois. Je me dis, mais c'est fou, ça. On est dans les années 94. Je me dis, mais c'est fou, ça. Et puis, en fait, je le rappelle. Je lui dis, salut, Jean-Luc. Il me dit, oui. Je lui dis, mais c'est, parce qu'en fait, je le crois pas. Je lui dis, c'est quoi, t'es à quelle heure le soir, le rendez-vous? Il me dit, mais t'as déjà oublié le rendez-vous? Tu vois, il m'avoine. Je dis, non, mais en fait, c'est 7h ou 9h? Parce qu'il m'avait dit 19h. Il me dit, mais je t'ai dit 19h. Ah oui, parce que j'avais conduit 19h et 7h, oui. Donc c'est à 19h. Oui. Tu seras là-bas? Oui, bien sûr, Jean-Luc. Je raccroche. À 19h, je vais au rendez-vous. Je rencontre deux personnes. Donc, il s'appelle Xavier Boutentin, qui est le caméraman, et Frédéric Viger, qui est le rédacteur en chef, journaliste. Et ils me disent, salut, ok, on y va, toi et moi, on y va à 3. On monte dans une voiture et on roule vers la Suisse. Et Xavier, top man, je lui dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a dit, écoute, aucune pression, tu prends la caméra et tu fais ce que tu veux. Le lendemain, on prend les accréditations et c'est un championnat du monde de motocross. Et moi, je prends ma caméra, Xavier me dit, tu balades-toi.
Et donc, je me balade. Et là, en fait, je suis au contact de la vitesse, du son, de l'odeur, du déplacement. Et je suis super content parce qu'en fait, je suis là, je me dis, waouh, mais c'est génial. Les motos, elles viennent, elles sautent, elles m'envoient de la boue, elles passent à travers des arbres. Mais évidemment, moi, en fait, les mouvements étaient plutôt faciles. Mais à part les mouvements, il faut savoir où se placer pour faire une entrée de champ et un début et une fin. Donc, j'ai appris comment faire l'histoire d'un plan de A à B. C'est pas genre je mets un mec qui saute en l'air, ça sert à rien. Il faut se mettre près d'une butte, voir le mec sortir et atterrir et puis sortir d'un virage. Si tu fais un mec qui saute, tu sais pas où il saute. Donc voilà. Donc j'ai appris ça. Et puis pendant 2 jours, je fais ce que je veux. Je tourne autour du circuit, je me balade, je fais des motos, des trucs, des machins, à droite à gauche, de gauche à droite. Et puis Xavier tout de suite me dit écoute, visuellement, il me dit c'est bon, tu vas continuer. Mais j'ai dit mais t'as pas vu mon travail. Il me dit j'ai vu comment tu te déplaces, c'est bon. En fait, t'avais compris le truc, t'avais le truc en toi, quoi. J'avais le truc, ouais. Et en fait, le lundi matin et le dimanche soir, je dis à Frédéric dans la voiture, Frédéric Vigé, je lui dis écoute, est-ce que vous faites le montage quand? Il me dit ouais, je fais le montage lundi matin. Ouais, je dis ok, d'accord. Et moi, évidemment, lundi matin à 9h, j'appelle Frédéric. Allô, comment c'est mes images? Il me dit écoute, je viens d'arriver, j'ai en train de boire mon café, on verra. Appelle-moi mercredi. Mercredi, je l'appelle, je dis allô, moi je dors pas pendant 3 jours, hein, je suis comme ça. Et puis mercredi, je l'appelle et je lui dis écoute, comment c'était? Il me dit regarde le sujet, tu verras. Et je regarde le sujet et en fait, tous les passages de la course, ce sont mes images. Et Xavier, intelligemment, avait compris que je pouvais filmer la course et que lui, il faisait d'autres choses. Et tu sais, le bonheur de voir la première fois ton sujet à la télé et de voir un plan, bah ça c'est à moi. Un plan, bah ça c'est à moi. Un autre plan, bah ça c'est à moi. Mais jusqu'à quand? Et j'ai enregistré à l'époque sur une cassette VHS le programme. Et en fait, je me suis repassé des années, plein de fois, parce qu'en me disant, mais c'est pas possible. Et en fait, ils ont utilisé à peu près 60 à 70% du sujet, c'était mes images. Parce que Xavier, très intelligemment, a compris que je couvrais la course. Ouais, et puis t'as un sentiment de fierté à ce moment-là, parce que tu te dis... Mec, j'étais avec mes amis, j'étais là avec ma famille, regardez, et il me disait oui, ça y est, on l'a déjà vu 10 fois, mais regardez encore une fois, t'as vu comment le mec, je l'ai fait sauter? Oui, bon, c'est bon, ça y est, on a compris. Voilà, j'étais un peu lourd, et puis où je suis toujours très lourd aussi, parce que ce que je fais aussi, j'aime bien que les gens le voient, et c'est pour ça que je travaille pour partager ma passion. Tu vois, je veux que les gens voient les images, et souvent, quand on voit pas mes images, je suis très très frustré. T'as une recherche de l'esthétique toujours, mais cette recherche de l'esthétique, c'est pour la partager. Moi, ce que je veux, c'est avoir la satisfaction personnelle, mais tout de suite, elle se dissimule sous la satisfaction de montrer au monde, entre guillemets, sans grosse tête, ce que j'ai fait. Je veux partager. Il y a quelques semaines, j'ai filmé un accident à Hockenheim et la voiture est venue direct vers moi. C'était un des plus gros accidents que j'ai fait et la voiture a pris feu. Et le pilote est sorti, c'est beau, il avait les mains brûlées, pas comme Romain Grosjean, mais il avait les mains brûlées. Et la production a dit on le montre pas. Je comprends par rapport au gars brûlé, mais j'avais les boules. Parce que j'ai dit mais attends, j'ai filmé un accident, je veux le montrer, je veux que les gens le voient. Donc en fait c'est une satisfaction personnelle que les gens voient quand même ce que je fais, et c'est quand même la base. Je veux dire des images que j'ai fait ou que chaque caméraman fait, il y a que 5% qui sont exploités. Mais ces 5%, ils sont démultipliés par les 95% qu'on voit pas. Mais ça fait penser, photographe, hein. Ça fait penser aussi à autre chose, c'est que t'es quand même relativement connu pour être tout le temps au cœur de la course, c'est-à-dire au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est une science, c'est pas que de la chance. Il y a forcément un pourcentage de chance, mais c'est aussi savoir se placer, etc. Est-ce que quand t'as commencé avec le motocross, tu t'as tout de suite aussi compris cette science de la course non. À ce moment-là? Non, j'étais complètement... comme un bébé qui regardait des bouteilles de lait chaud devant lui. J'avais aucune technique. Je filmais un mec qui saute de droite à gauche et de gauche à droite et en fait à un moment on m'a dit mais tu sais t'as filmé, c'était vachement bien, t'as filmé la moto, elle sort d'un talus et elle va dans un virage. Mais elle est où la pub? J'ai dit la pub, mais on filme pas la pub nous. Et qui c'est qui te paye? Voilà. Donc j'ai appris graduellement que c'est un business. Voilà. Donc en fait, Frédéric Vigé, entre autres, a commencé à me dire c'est super de faire des motos qui sautent, mais il faut montrer la pub parce que c'est eux qui nous payent.
Donc rapidement avec Frédéric Viget, tous ces gens qui travaillaient, Laurent Lerouzic, Dominique Sauvêtre, Jean-Luc Roy, enfin tous les gens qui étaient là-bas, Laurent Frédéric Bollet, j'ai appris ils m'ont expliqué qu'en fait c'était un métier de filmer. Et de filmer, la transmission, c'est la transmission de montrer le sport, mais aussi de montrer la pub. Donc mettre en avant les sponsors. Voilà, mettre en avant les sponsors qui nous payent et qui font entrer des sous. Alors la majorité des gens ne le voient pas comme ça. Ils voient du sport, mais c'est un sport avec des enjeux financiers. Ouais, on va dire, mais c'est un sport, mais c'est un business. Et comment tu fais cette transition? Parce qu'à partir du moment où la première expérience est validée, Jean-Luc Roy te fait confiance. Ah ben Jean-Luc Roy, tout de suite, partout. il me confie tout de suite un championnat du monde de motocross seul. Okay. C'est-à-dire là, j'avais été ma première expérience avec 2 personnes. Et il me dit, là, je te donne un championnat du monde de motocross. Et en fait, tu vas partir tout seul. Alors, tout seul, c'est quoi? Tout seul, c'est que... alors, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de GPS. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. À l'époque, on m'envoyait en République tchèque en me disant, tu vas aller faire le championnat du monde de motocross à Rablagbou Balabala. C'est où ça? Bah, tu prends une carte. Donc, je roulais avec ma voiture. Et je regarde la carte, mais tu comprends rien, parce qu'évidemment, c'est écrit en tchèque. Tu t'arrêtes dans les villages, ils te regardent, ils parlent pas tchèque, je parle pas tchèque. Donc, tu dois chercher un champ dans la rue, dans des villages, mais tu comprends rien. Donc, il m'est arrivé 2-3 histoires où j'étais perdu et la lumière tombait, mais je savais pas où j'allais. Bon, j'y suis toujours arrivé. Et ça, c'est la première chose. Donc, quand tu es avec quelqu'un, au moins, tu te dis, bon, on peut m'aider. Mais là, je parlais pas tchèque, ni yougoslave, enfin, tu vois, toutes ces régions-là où souvent les championnats étaient. Et je suis tout seul. Donc, en fait, il faut que mentalement, je me blinde. Et après, quand tu arrives sur le moment, pour faire le championnat du monde de motocross, ben, tu dois aller à la salle de presse, récupérer tous les numéros des dossards, faire les interviews avant la qualification, donc je le faisais moi-même, et puis après tu fais toutes les qualifs, puis à la fin des qualifs tu vas voir les 3 premiers, tu leur fais des interviews, puis après tu vas en salle de presse, tu récupères tous les temps, puis après tu fais les départs tout seul, tu fais les arrivées tout seul, tu fais les interviews tout seul, tu rentres chez toi tout seul, dans ta chambre, tu manges tout seul, c'est super mentalement assez difficile. Puis au début tu dois être un peu stressé, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Non, j'ai jamais été stressé. Ok. Non. Herbie Blasch, qui était un monsieur qui travaillait avec Bernie Ecclestone pendant plus de 40 ans, il m'a dit, si tu stresses, if you stress, don't do this job. Et en fait, je n'ai jamais été stressé. Je suis assez, on va dire nerveux, mais je suis pas nerveux, mais je suis assez, comment je peux dire, je suis assez enthousiaste, mais je suis jamais stressé. Une voiture qui vient vers moi à 350 km/h, le mec, je suis tranquille comme si je mangeais une glace. Mais aucun stress. Du tout. Je suis plus stressé si je fais une photo avec mon appareil photo. Voilà. Aucun stress. Et d'ailleurs, l'autre jour, quand j'ai filmé ce fameux accident où la voiture, elle est venue carrément à 30 cm de moi, aucun stress. J'avais même pas peur. En fait, je stresse pas. Et en fait, je stresse pas parce qu'en fait, je fais beaucoup de moto et que malheureusement, je roule très vite, trop vite. Et qu'en fait, j'ai développé un truc où je roule vite, mais en fait, je n'ai pas de stress. Il faut que je enlève le stress pour essayer de contrôler tout autour de moi. Et en fait, c'est une manière de vivre. Pour l'histoire du fait que donc Jean-Luc Roy me confie un championnat du monde, et puis les week-ends où je fais pas le championnat du monde 500, ben je fais les autres championnats. Donc il me dit, tiens, tu vas aller faire le championnat de 250 ce week-end parce que tu fais pas de 500. La semaine prochaine tu fais le 500, après tu fais le 125, toujours tout seul. Et lui, en fait, il grattait des sous, tu vois, parce que je partais tout seul et j'arrivais à tout faire. Et c'était Frédéric Viget je lui ai ramené toutes les images et toutes les infos, et c'est lui qui faisait le montage. J'ai pas fait de montage, c'est lui qui faisait le montage, et puis il faisait la synthèse de la course, voilà. Et donc à ce moment-là, tu amorces une transition vers le sport auto, ouais. En fait, je fais une transition vers le sport auto. Mes cousins vont toujours sur les Grands Prix. Ouais. Ils deviennent de plus en plus amis avec Alain Prost. En 93, mes cousins vont voir Alain au Grand Prix de France. Ils arrivent à rentrer je sais pas comment ils ont fait. Et c'est à Magny-Cours. Ils vont voir Alain et lui disent, si tu gagnes, on va te donner un drapeau français. Et Alain dit, ok, d'accord, vous êtes où? Et Alain et mes cousins disent, on est à Adélaïde. Tu sais où c'est Adélaïde? C'est la fameuse épingle. Et Alain, il dit, ok, d'accord, si je gagne, je m'arrêterai à Adélaïde et vous me donnez le drapeau français. Et alors, tu sais, il faut passer un grillage.
Je veux dire, tout ça, c'est des beaux rêves. T'es assis comme ça, tu dis ouais, je m'arrête, tu me donnes le drapeau, mais bon, il faut passer un grillage, il faut passer des gens de la sécurité, voilà. Et en fait, en 93, Grand Prix de Manicourt, moi, je suis avec un ami dans la voiture. Et mes cousins sont assez connus de Jean-Louis Moncé qui commente et tout ça. Et je suis avec un ami dans la voiture. Et dans une voiture, on roule. Et puis j'écoute le Grand Prix. J'écoute le Grand Prix. J'écoute le Grand Prix à la radio. Et je passe Jean-Louis Moncé, il parle. Ou peut-être. Enfin bon, il y a quelqu'un qui parle à la radio que je connais et qui connaît mes cousins. Et puis on entend oui, Alain Prost gagne le Grand Prix à Manicourt de France, le Grand Prix de France à Manicourt. C'est magnifique. Il fait son tour de décélération. Il dit bonjour à tout le monde. Ah mais attendez, il a un problème mécanique. Il s'arrête. Ah, bah attendez, les fameux frères Tibi vont lui donner le drapeau français. Et moi, je suis dans la voiture, ouais, on était comme ça, ouais. Et en fait, et là, c'est cette fameuse image où Alain conduit avec un drapeau français à Manicourt, qui a été immortalisé notamment par Bernard Assé, un de mes mentors en Formule 1, qui est photographe. Et puis voilà, quoi. Moi, j'étais super content parce que mes cousins, ils avaient réussi leur pari de passer au-dessus de la barrière. Et il y a une photo dans l'équipe. Le lendemain, il y a une photo de mon cousin dans l'équipe qui donne le drapeau à Alain. Et voilà, quoi. Donc, c'était génial. Et là, mes cousins sont devenus vraiment, vraiment plus proches avec Alain. Et ils ont réédité ça aussi à Estoril, 1993, pour le dernier Grand Prix d'Alain. A aussi encore un drapeau français. Donc bon, tout ça c'est fait. Moi j'ai envie d'y aller là. Je vais en Formule 1, je amène les VIP. Mes cousins ils vont faire ça. Moi je suis caméraman dans le sport, mécanique. Bon, il y a un lien quoi. Et puis encore un coup de chance. Mon cousin Johan, qui veut absolument, donc qui a donné le drapeau à Alain Prost, il continue à aller sur tous les grands prix. Alors il se fait virer par la porte, on le ramène par la fenêtre. Voilà. Et il commence à connaître plein de gens. Et puis il y a quelqu'un qui était qui travaillait pour Bernier Clostone, qui s'appelait Pasquale Latunendu, le fameux Pasquale, qui en a fait des vertes et des pas mûres. Et mon cousin, qui est italien, commence à s'approcher de lui, à lui parler. Lui dit mais t'as pas de passe, tu dois avoir un passe. Mon cousin dit ouais. Bref, encore un sacré caractère, mon cousin Johan. Et puis mon cousin lui dit fin 96, moi je veux travailler en Formule 1, je veux faire n'importe quoi. De la sécurité, de l'administration, n'importe quoi. Et ce Pasquale, incroyablement, lui dit, tu sais, on lance une chaîne télé. Donc, est-ce que t'es caméraman? Est-ce que t'es du son? Parce que nous, on lance une chaîne télé, donc on a besoin de caméraman et de sondier. Je sais pas si tu imagines la probabilité. C'était la première année, c'est 97, je crois. Donc ça, c'était fin 96. Mon cousin revient me voir et me dit, tu sais, tu dois rappeler à Formule 1. Ils ont besoin de caméraman. Et là, il me raconte l'histoire. Je dis, mais c'est improbable quand même. Tu demandes à un mec de travailler dans la Formule 1 et le mec, il te dit, j'ai besoin de caméraman. Mais je dis, je vais l'appeler. Donc je me dis, bon, je vais appeler. Et un soir, à 7h30, l'heure est très importante. 7h30 heure française, j'appelle la Formule 1. Ça s'appelait Formula One Management à l'époque. La FOCA. En fait, ça s'appelait la FOCA. Formula One Constructor Association. FOCA TV. Et j'appelle, et le téléphone, pup. Et là, il y a un mec qui me décroche. Il me dit, allô? Je lui dis, allô? Je lui dis, vous êtes de la Formule 1? Il me dit, oui. Je lui dis, ben non, parce que, je sais pas. Comme un idiot, je pensais que quelqu'un allait dire FOCA TV, au téléphone. Et je lui dis, vous êtes la FOCA? Il me dit, oui. Je lui dis, il paraît que vous cherchez des caméramans. Moi, je fais du sport auto. Il me dit, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai fait les championnats du monde de motocross pendant 2-3 ans. Je fais les championnats d'Europe de automobile. Je fais je fais ça. Il me dit, ouais, ok, vous m'intéressez. J'ai dit, mais vous savez, je parle pas très, très bien anglais. À l'époque, ma femme était anglaise, mais je commençais Il me dit, non, mais c'est bon, on emploie plein de gens, des Italiens, des Allemands, tout le monde parle avec des gens, des Yougoslaves, donc il n'y a pas de problème, pardon. Il me dit, il n'y a pas de problème. Bah, je dis, ok, d'accord. Je dis, je voulais vous poser une question. Il est 7h30 là, en heure française, et 6h30 chez vous, mais il y a personne d'autre avec vous? Il me dit, non, je suis seul. Franchement, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait décrocher, dire, FOCA TV. Et il me dit, non, je suis seul, parce que je suis le seul dans l'immeuble qui travaille. Tous les autres sont partis à 5h30. Ah ben, je dis, bon, ok, mais qui êtes-vous? Parce que, il me dit, c'est bon, je vous engage. Mais il faut envoyer votre appelez demain, demandez telle personne. Ben, je dis, ok, mais j'appelle de la part de qui? Il me dit, Eddie Baker. Ben, je dis, bah, ok, mais qui êtes-vous? Il me dit, je suis le boss.
Donc en fait, il me dit je suis le boss et je suis le seul à être resté travailler plus tard. Donc en fait, si j'avais téléphoné à 4 heures de l'après-midi, peut-être que je serais pas tombé sur lui. Et j'ai téléphoné, donc encore un coup de chance. Donc j'ai dit ok, d'accord. Et le lendemain, j'appelle donc le boss du live qui s'appelle Mladen Djergovic, qui est un je vais y aller doucement, qui était des Balkans, parce que je sais pas s'il était serbe ou croate donc il était des Balkans. Et donc il me dit ouais, il parle très très vite comme ça. Il me dit yeah, you spoke to Eddie, okay, Eddie told me no problem, you okay, and okay, you okay for 3 races, Australie, Brazil, Argentina, the first 3 races. Moi je suis là, je dis bien sûr, Australie, Brésil, Argentine, bien sûr. Okay, that's cool. Okay, that's cool. Okay, I call you later. Il put the phone down. Il raccroche. Et là, ce soir-là, le même jour, je vais au stade de foot voir PSG, je ne sais pas quoi. Et je suis là avec mes cousins. Et moi, je suis là comme ça et je dis mes cousins, Abba. Il me dit Abba. Abba quoi? Je dis Abba. Et les deux, ils me disent Abba. Mais Abba, ça veut dire quoi? C'est un groupe de chansons. Non, je dis Abba. Ça veut dire quoi? Ils sont là, Abba, je sais pas. Et mon cousin Yohan, il fait c'est quoi, j'ai des émotions là. Il me dit Australie, Brésil, Argentine. Abba. Je dis oui. Tu vois, ça me fait des frissons. Et il me dit mais c'est pas possible, tu le fais? Et je lui dis oui. Et tu vois, et je lui dis oui. Et les trois, on explose comme si on avait gagné la Coupe du Monde, tu vois. Et on est là, ouais, ça y est, t'as réussi. Et je dis merci à mon cousin Johan. Et je rentre chez moi et je suis comme un fou, tu vois. Et le lendemain, ce fameux Mladen me rappelle, me dit, allô, oui, attends, bon, je t'ai donné 3 grands prix, mais est-ce que tu peux faire toute la saison? Il dit, yes, mec, je peux faire toute la saison. Il me dit, ok, allez, je te signe toute la saison. C'est bon. Et là, je suis dans ma cuisine, je raccroche le téléphone et je tombe par terre. Et ma femme, elle vient dans la cuisine, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ça y est, je suis... Là, t'es là où tu voulais être, quoi. Voilà. Je fais la télévision que je rêvais. Je fais ce que je voulais dans ma vie. Je fais ça. Et mes rêves de mes cousins et de moi. Et je fais la Formule 1 et voilà, quoi. Elle me dit, mais c'est génial. J'ai dit, tu sais, je vais partir beaucoup. Elle me dit, mais fais ce que t'aimes. Elle me dit, c'est pas un problème. Il y a pas d'argent. Il y a pas de problème d'argent. Fais ce que t'aimes. Et donc je pars et je vais, c'est la première fois que je pleure, honnêtement. Ça me touche. Non, mais, et donc je me dis, je vais faire la Formule 1, quoi. Je vais faire ce que j'aime. Je vais faire la télévision que j'ai tout le temps rêvé depuis que je suis petit. Et donc voilà, quoi. Je suis comme un fou, quoi. Et c'est à ce moment-là aussi où tu noues une relation particulière avec Bernie Ecclestone? Non, pas du tout. Déjà, je fais mon premier vol. Je vais en Australie. J'avais été en Australie avant parce qu'on a de la famille en Australie avec ma femme et je pars en Australie et quand je monte dans l'avion à Paris, je monte dans l'avion et là il y a plein de gens de la Formule 1 que je connais de nom. Jean-François Galeron, Bernard Assé, Jean-Louis Moncé. Et moi, je vais à mon siège, et c'est 2 sièges. Je vais à l'arrière de l'avion. Et tu vois, j'ai vraiment une mémoire photographique qui est assez forte. Je me monte dans l'avion et je me mets à la fenêtre. Il y a 2 sièges. Et quand je me mets là, il y a un monsieur qui arrive comme ça. Il se met à côté de moi, assez âgé. Il s'assoit et il a des lunettes. Il est carrément habillé en costard avec un. Enfin, voilà, quoi. Et je lui dis, et moi, je le reconnais. C'est Gérard Crombach. Gérard Crombach, c'est celui qui a créé Sport Auto. J'y suis, mec. Je suis dans l'avion avec les mecs qui font la Formule 1. Tu fais partie de ceux qui te faisaient rêver plus jeune. Que je lisais le Sport Auto. La première page, j'avais marqué dirigé par Gérard Crombach. Le mec, il est assis là pour mon premier Grand Prix. Et on prend l'avion, on vole de nuit. Et quand on vole de nuit, dans le hublot, on vole et il y a la comète de Halley qui vole en même temps. Et je vois la comète de Halley en allant à mon premier Grand Prix avec Gérard Crombach à ma gauche. Mec, je suis dans un rêve, quoi. Bref, on arrive au premier Grand Prix d'Australie, où là, il lance la télé. Donc, t'imagines, il y a 40 caméras. C'est un bordel technique que tu ne peux même pas imaginer, que même moi, je peux même pas imaginer. On me met sur une position de caméra et on me dit à 8h du matin, Jean-Michel, tu peux appuyer sur le bouton 4 et 12? Ouais, tu sais, t'es tout seul sur la position. Ouais, c'est bon, j'ai appuyé sur le 4 et 12. Ok, on revient vers toi. 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Au bout de 4 heures, ouais, c'est bon, caméra 12, c'est bon. Mais t'attends pendant 4 heures, t'appelles les mecs et il y a quelqu'un. Et en fait, ils ont tellement de problèmes techniques. Et la position de ma caméra n'était pas bonne. Puisque moi, je filmais déjà le sport auto avant.
Et moi, je me plaçais toujours, je pense, aux bons emplacements. Et là, la caméra n'était pas au bon emplacement. Donc, le premier soir, je vais voir ce fameux Mladen et je lui dis, écoute, la caméra, elle est mal placée. Il me fait, ok. Il parle comme ça, très, très saccadé. Prends des rigueurs, donc des assistants, et bouge-toi de position. Mais il dit, je veux la caméra qui pick up la pub et qui finit sur la pub. Tu la places où tu la bouges, mais il faut absolument qu'on ait la pub au début et la pub à la fin. Ok, donc j'appelle des rigueurs, ils viennent bouger ma caméra, très peu, tu vois, mais en fait un peu mieux. Et sa femme, ce Mladen, qui s'appelle Dorina, elle dirigeait l'autre département qui s'appelait la post-production, donc qui était plus l'aspect créatif. Moi, je travaille pour le live, premier Grand Prix. Et donc, je fais le Grand Prix, et à la fin du Grand Prix, Mladen, il me dit, écoute, ma femme, elle veut que tu viennes travailler pour elle. Parce qu'en fait, on a vu que tu étais très engageant et que tu avais envie de faire au mieux. Donc, tu vas travailler pour le département de post-production. Ben, j'ai dit, OK, mais je gagne quoi? Elle me dit, bah, t'es un petit peu mieux payé, puis tu fais des choses surtout plus intéressantes. OK. Et Mladen et sa femme Dorina est reporté directement à Bernie Ecclestone. Donc, en fait, tous les tournages avec Bernie, c'était moi qui les faisais. Et le premier tournage que j'ai fait avec Bernie, c'est sur le toit de son camion, de son motorhome. Et en fait, on devait faire une interview. Et donc, Bernie, je mets ma caméra. Il y a tous les gens de la F1 TV qui sont à côté, comme ça, au garde à vous, tu vois. Et Bernie, il monte comme ça. Et il dit, vous foutez là, vous. Mais tous les mecs, parce qu'ils voulaient tous se faire mousser, tu vois. Bah, ils sont là, ils disent, non, on est là pour... Il dit, non, mais j'ai pas besoin de vous. Et le caméraman, il sait faire le plan. Ah, il est dégagé. Donc, il dit, oui, bien sûr, monsieur Ecclestone. Mystery, on l'appelle Mystery, qui est un jeu de mots, évidemment. Mr. E, Ecclestone, et Mystery, le mystère. Et donc, les mecs, ils partent tous. Et puis, je lui dis à Bernie, je lui dis, bon, donc, il y avait un fond, le fond, vous voyez le paddock. Et je lui dis, bon, ben, vous mettez là. Et il me dit, ah oui, je dis, non, mais décalez-vous un peu par là. Il me dit, mais c'est pareil. Je dis, non, regarde derrière vous. Il se retourne. Je dis, là, si vous mettez là, on voit le mur. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait les gens qui marchent derrière pour montrer la vie et les couleurs. Depuis ce jour-là, il m'a jamais plus rien dit. Je fais ce que je veux avec Bernie et avec tous les gens avec qui je travaille parce qu'ils voient que je m'intéresse à l'image et à faire la meilleure image. Et cette relation que j'ai d'essayer de faire le mieux pour tout le monde, excuse-moi, d'abord pour mon image et pour eux surtout, mais ils comprennent. Donc en fait, il y a une relation à l'image qui est très très forte, la construction de l'image. Je fais pas une image n'importe quoi. J'ai une autre histoire avec Lewis Hamilton aussi à ce propos. Et donc voilà, donc Bernie il a dit OK, bon, lui il sait ce qu'il veut et surtout il fait une meilleure pas une meilleure image, il fait une image qui veut dire quelque chose, qui raconte une histoire, comme je t'ai parlé de la photographie. Donc voilà quoi, donc il a compris que je faisais quelque chose qui était intéressant, important et qui essayait d'amener la meilleure image possible, pas avec un fond de mur. Voilà, donc par exemple, l'histoire de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, il est champion de F2 en Turquie 2006. Il est sous contrat McLaren. Et à ce moment-là, moi, je travaille pour la Formule 1, mais je suis loué à une télévision américaine, avec Peter Windsor et Speed Channel. Et Peter Windsor me dit, il faut absolument qu'on fasse une interview du champion de F2 qui va monter en Formule 1 l'année prochaine. Ah, ok, d'accord. Donc, on va voir Anthony Hamilton, qui est le père de Lewis, on lui dit on doit faire absolument une interview. Il dit oui, mais on est sous contrat McLaren et en fait on ne peut pas donner une interview comme ça. Et Peter dit non, mais c'est pour la télévision américaine, tu te rends pas compte, le marché il est big, il est machin. Et Anthony dit bon bah ok, on va faire l'interview. Mais j'ai dit ok d'accord, mais il me dit il faut pas qu'on voit qu'on est en Turquie. Et moi je lui dis mais bon oui bon d'accord. Il me dit tiens voilà il y a une tente blanche. Je lui dis mais moi je peux pas filmer. Je peux pas filmer le pilote avec un fond qui est blanc. Il n'y a pas de profondeur. Tu vois? Et là, Lewis, il me regarde, mais tout ça, c'est en anglais, évidemment. Il me dit, mais pourquoi c'est une interview? Je dis, non, mais moi, je filme pas avec un fond qui est plat derrière. Il me faut une perspective. Il faut qu'il y ait une histoire. Et là, Lewis, il me regarde. Anthony me regarde. Peter me regarde et il voit qu'en fait, je fais le mieux pour eux. Et là, Peter me dit, on peut pas faire autrement. Alors, je dis, Anthony, il dit, bon, bah écoute, moi je reste à l'extérieur de la tente pour voir s'il n'y a pas les gens de McLaren qui viennent. Donc en fait, Anthony Hamilton, il faisait le guet à l'extérieur comme dans un braquage, gentiment. Tu vois, il faisait à l'extérieur, il faisait le guet et pour voir s'il n'y avait pas les gens de McLaren qui venaient. Et moi, je filmais Lewis Hamilton avec un fond
blanc, mais c'est pas le fond blanc qui m'ennuyait par rapport. C'était juste qu'il y avait pas de profondeur. La première interview que j'ai faite de Lewis Hamilton, c'est pour moi, elle est techniquement nulle. Visuellement nul, pardon. Mais c'était le fond qui était important quand il dit oui, j'ai gagné le titre de champion de F2, maintenant je vais passer en Formule 1. C'était le fond, le content était plus important que l'image. Voilà. Et pour revenir sur Bernie, le fait qu'il te fasse confiance très rapidement, ça t'a permis de te retrouver, moi quand tu m'as raconté un petit peu au téléphone, je trouvais ça fou, dans des situations et au contact d'hommes les plus puissants du monde, dans des situations qui ont été clés dans l'histoire moderne. Ouais. Et toi, en fait, t'étais un peu le seul témoin de ça. Absolument. Alors, rapidement, il m'a fait très très vite confiance puisqu'il faisait confiance à la post-production. Et puis, tout de suite, il a toujours demandé que ce soit moi qui fasse les interventions quand il était là. Et alors, sa femme était là aussi, qui s'appelle Slavica, une grande mannequin. Toujours donc de Yougoslavie, ex-Yougoslavie. Et puis, ils avaient 2 filles, Petra et Tamara. Tamara la plus grande et Petra la plus petite, mais à l'époque, elles avaient 3-4 ans, tu vois. Donc, je les voyais, je les voyais fréquemment. Et puis, donc en fait, moi, par exemple, je me suis retrouvé dans plein d'occasions avec des gens, par exemple, pour les archives, par exemple, pour la signature du Grand Prix de Bahreïn. Donc, j'allais avec Bernie Ecclestone voir le Crown Prince de Bahreïn, le prince régnant, le prince qui va être roi, et donc où on signe l'accord du Grand Prix de Bahreïn. Voilà, donc je faisais ces moments très privilégiés pour les archives. Moi, je pense qu'il faut tout filmer parce que il faut tout filmer et puis après la diffusion, c'est une autre chose. Mais en fait, la diffusion immédiate en tout cas. Parce qu'en fait, par exemple, je te fais un pont parce que voilà, c'est un peu obligatoire. Quand j'ai vu le documentaire Senna, qui a été écrit par un ami à moi, quand j'ai vu le documentaire Senna et que j'ai vu ce fameux briefing où tu vois Senna qui se lève et qui s'engueule avec Jean-Marie Balestre, tu vois, mais ça, c'était mon rêve de filmer le driver briefing. J'ai réussi à le filmer, le driver briefing. Je te raconterai après, mais ce que je veux dire, c'est que on l'a filmé il y a 25 ans, mais on l'a diffusé que plus tard. Et dans les archives, il faut montrer ça. Il faut tout montrer, mais plus tard. Dans l'histoire du driver's briefing, je te raconterai après, mais c'est important. Il y a une histoire aussi qui est un peu drôle. Et donc pour moi, toutes ces histoires j'ai filmé aussi, par exemple, en 2000. Je sais plus si c'est en 2006 ou en 2007, j'ai filmé à Indianapolis une rencontre de Bernie avec le promoteur américain du Grand Prix d'Indianapolis. Et Bernie me dit, tu viens avec ta caméra, tu la places, tu fais un plan à 2 et tu ne coupes pas ta caméra pour qu'on voit que c'est en continuité. Il n'y a pas de montage. OK ? Je viens avec ma caméra, je mets la caméra sur pied, ils sont les deux, enfin, il y a 2 sièges. Je fais un plan large, il ouvre la porte comme ça. Il y a le fameux boss du Grand Prix, du Grand Prix, le promoteur du Grand Prix d'Indianapolis qui vient, qui rentre, il s'installe. Bernie, il ouvre une porte, il me regarde, il me dit c'est bon. Je lui dis c'est bon. Ça tourne, hein. Il rentre dans la pièce, il s'assoit et il dit je t'écoute. Donc le promoteur américain dit voilà, on fait le Grand Prix depuis quelques années, on perd de l'argent chaque année et tu sais aux États-Unis on perd beaucoup d'argent, il faut que ce soit profitable. Et je te raconte comme ça s'est passé. La phrase de Bernie dit on augmente tous les années de 5 à 10% le fee du Grand Prix. Si tu peux pas, tu ne le fais pas. Il se lève et il part. Moi, je suis là avec ma caméra. Et je suis comme ça, mais je me dis, mais le mec, il lui a envoyé un missile dans les dents. Le gars américain, il est assis là, il sait plus quoi dire. Et Bernie, il part. Et moi, je suis là et je suis très gêné. Parce que, tu vois ce que je veux dire, il a dit genre, t'es de la merde, tu payes et tu vas te faire voir. Et le gars, il est comme sonné, l'américain. Et en fait, le Grand Prix d'Indianapolis, nous n'avons plus été parce qu'il voulait pas payer. Et je peux comprendre dans une logique économique. Mais on n'a plus été à Indianapolis pour cette raison. J'étais là aussi au Grand Prix d'Indianapolis quand il y a eu le fameux Michelin Gate, où je peux te raconter aussi plus tard si tu veux, mais parce que j'ai plein de souvenirs. T'as tellement d'histoires, mais tu t'es retrouvé, je crois même avec donc avec Bernie, avec Flavio, avec Poutine. Enfin, il y a eu des scènes complètement folles. Bah alors, par exemple, quand Poutine est arrivé, Vladimir Poutine est arrivé la première fois au Grand Prix de Sochi,
c'est moi qui filmais la rencontre avec Bernie et Vladimir Poutine, qui étaient là et qui ont été dans les bureaux et tout ça. Voilà. Donc bon, je l'ai filmé plusieurs fois, Vladimir Poutine. Je suis pas dire très fier. Enfin, je filmais, j'étais témoin de ce qui se passait devant moi. Aujourd'hui, il fait des choses que pour moi sont répréhensibles, complètement, à 1000%. Voilà, mais je veux pas parler de politique évidemment, mais bon, pour moi, je filme Vladimir Poutine comme je te filme toi. J'ai aucune pression par rapport aux gens. Je respecte leur parcours, mais pour moi, je n'ai absolument pas peur de mettre un micro sur Vladimir Poutine ou mettre un micro sur toi ou voilà, ou Sharon Stone, ce que j'ai déjà fait. Je louchais. Parce que le micro, je l'ai mis ici, je louchais différemment. Oui, en fait, tu vas traiter tous les individus, peu importe leur renommée pas, de la même manière. T'as pas ce stress de te dire, j'ai quelqu'un de très connu en face de moi. L'autre jour, je filmais Madame Obama, qui était invitée par Lewis Hamilton. J'étais impressionné parce que je l'avais jamais vu, mais impressionné parce que je l'avais dans mon cadre. Mais pour moi, il fallait que je fasse la mise au point, que le mouvement, il fallait que ce soit clean, propre. Je veux dire, pour moi, je te filmerais de la même manière. Et forcément, toutes ces années en